came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Bonjour chers amis managers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, à quoi pourrait ressembler le management de demain ? Et ça, c'est une question vraiment que j'aimerais aborder avec mon invité du jour, puisqu'il est l'auteur de L'Art de déléguer. C'est un conférencier, un fervent défenseur de la bienveillance au travail. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui mon ami Jean-Ange Lalican. Bonjour Jean-Ange. Bonjour, eh bien écoute, merci. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver et tu le sais parce que ça fait un moment qu'on se suit. On en donnera tout à l'heure peut-être l'origine parce que il y a une grande situation qui nous a fait nous rencontrer. On en parlera parce que ça a été aussi l'élément déclencheur de ce que j'ai pu faire par la suite. Merci en tout cas, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Et en effet, c'est un plaisir réciproque. J'avoue que je suis fan de tout ce que tu fais depuis que nous nous sommes rencontrés. Donc voilà, je suis vraiment ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Ce que j'aimerais te demander, Jean-Ange, puisque peut-être que parmi nos auditeurs, certaines personnes ne te connaissent pas encore. Alors j'ai dit que tu étais auteur, conférencier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et te présenter un peu plus ? Oui, alors modestement, c'est vrai que je me suis mis à la conférence et c'est pas très vieux. On pourrait revenir sur les origines, pourquoi, et j'en suis arrivé là. Mais avant, moi j'ai commencé par une fonction qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais architecte, je suis passé DRH. Dans mes activités mélangées, parce que ça aussi, je suis enseignant universitaire maintenant depuis à peu près 25 ans et un peu plus. Et puis je me suis mis à écrire. Pourquoi ? Parce que cette volonté de la plume est passée aussi par différentes formations. La dernière, d'ailleurs, qui a été le déclencheur du livre L'Art de déléguer, c'était notamment le fait que je sois amené à faire une activité et surtout une formation de coach. Je voulais enrichir mon activité de DRH et c'est comme ça que je suis devenu coach. Et quand j'ai fait mon mémoire, je me suis dit, ce mémoire, il doit avoir une prolongation, il doit avoir un prolongement. Et qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je l'ai prolongé par un livre, L'Art de déléguer, avec la petite subtilité qui est très importante, manager dans la confiance. D'ailleurs, très important par la suite. Et puis, j'ai fait le constat. Dans mes activités, en étant président de la NDRH Bretagne pendant aussi près de 10 ans, puis après avoir lancé la commission stress de la NDRH, et fondée avec Philippe Rodet d'ailleurs, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas dans les entreprises. Et que c'était pas bien. Alors bien entendu, je te passe le couplet du fait que vous êtes des bisounours, ça marchera pas. C'était avant les événements France Télécom. J'ai l'impression d'être un vieillard quand je dis ça. Et pour autant, c'est à partir de là que les choses ont, j'irais, vraiment germé dans mon esprit. Merci beaucoup. En tout cas, oui, je suis impressionné par ce parcours et notamment toutes ces prises de conscience qui ont cheminé, notamment tous les apports que tu as transmis, donnés à travers ces prises de conscience pour aider les entreprises à avancer. Alors justement, si tu devais faire un constat, si on devait se poser et dire, voilà, à l'heure actuelle, s'il y a des problèmes, des dysfonctionnements dans l'entreprise qu'on peut observer, et je dirais même qui, toi, te touche particulièrement le plus, ça serait lesquels ? Alors, c'est vrai que c'est un mot que je n'aime pas trop, le mot problème, mais en même temps, tout le monde en parle. Moi, je parlais plutôt de dysfonctionnement. Mais ce dont je me suis aperçu, et qui était quand même une manière assez récurrente, c'est de voir qu'en fait, il n'y avait pas ou peu d'engagement en France. Il y a une étude Gallup qui le démontre depuis plusieurs années. On peut en discuter de cette étude. Est-ce qu'elle a tout ? Peu importe. Il n'empêche que 9% d'engagement au niveau de la France, est-ce que c'est suffisant ? Très honnêtement, non. Qui se contenterait de ça ? On a quand même un gros ventre mou de 65% de personnes qui sont dans l'indécision, qui ne savent pas trop. Et puis on a 26% de gens farouchement contre l'engagement et qui en fait sont plutôt les saboteurs. Alors ceux-là, il faut bien entendu peut-être pas passer autant d'énergie à essayer de les rendre un petit peu plus perméables aux idées de l'engagement, mais ça passe par quoi l'engagement ? Par une bonne connaissance, à mon sens, de la responsabilité. Et peu de gens ont en fait cette conscience de la responsabilité. Ils ne savent pas en quoi ils sont responsables. Mutuellement, individuellement, ils ne le savent pas. Ils ont besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce qui leur permettrait finalement d'être un petit peu plus engagés. Il faut qu'ils aient confiance. C'est pour ça que j'ai dit management par la confiance dans le livre L'Art de déléguer. Tout a un sens. Et c'est vrai que ça a commencé à s'intégrer dans ma tête de plus en plus comme ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était une méconnaissance partielle que l'on avait de la responsabilité dans l'entreprise et qui aurait permis finalement à chacun de s'y retrouver et d'être un petit peu plus engagé. Moi, j'y crois à ça. Alors, c'est pas qu'un problème. Pour moi, c'est vraiment un dysfonctionnement majeur d'entreprise. On ne sait pas aujourd'hui, à titre individuel,
qui est responsable de quoi individuellement et aussi dans la chaîne collective. Je t'avoue que je partage à 10 000% ton constat. Et c'est vrai que il y a cette fameuse expression, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste la mauvaise personne à la mauvaise place, en tout cas, qui n'est pas à la place à laquelle elle devrait être. Et si elle était à la bonne place, ben, tout se passerait magnifiquement bien, tout simplement. Selon toi, quelles vont être les conséquences à moyen long terme si ces problèmes-là continuent à persister? Alors, s'ils continuent à persister, et malheureusement, je pense qu'encore, vu la forme de management qu'on a, qui est un management assez, dans certains cas, assez autoritaire quand même, hein. On a des égos quand même flattés au niveau de certains managers, et c'est ça qui est un peu dommage. En fait, ils sont tous, aujourd'hui, dans le discours, oui, il faut que tout le monde participe, mais dans les faits, ils sont très concentrateurs de leurs décisions. Donc, plus on amènera la participation à la décision au plus proche de l'action, plus on a des chances que ça soit plus fluide, plus agile. C'est ce que l'on veut. On parle d'entreprise libérée, agile. Ça veut dire quoi dans les faits? Moi, je ne sais pas. Très concrètement, s'il n'y a pas une décision volontaire de la part des dirigeants et des managers à donner véritablement de l'action à leurs salariés, ça ne marchera pas. Et pourtant, c'est ce dont on a besoin. Et on est en train de s'en apercevoir, justement, dans l'activité d'aujourd'hui, au Covid, où nous sommes effectivement à distance. Il faut avoir une extrême confiance. Il faut la donner. Il faut donner la possibilité à ces personnes de pouvoir agir, là, dans un cercle relativement plus petit que le cercle de l'entreprise. Et c'est ces micro-cercles qui feront que demain, quand ils seront véritablement acteurs entre eux, vont permettre à une entreprise d'être beaucoup plus fluide, réactive et pouvoir s'ajuster. Car de toute façon, il y aura un avant et un après Covid. On le sait très très bien. Et on voit bien que de toute façon, l'entreprise devra être manifestement plus réactive. Et pour qu'elle soit réactive, il faudra donner de la puissance de décision à tous les acteurs de l'entreprise. Tout à fait. Et c'est vrai que, alors, je me permets de rebondir sur ce que tu disais par rapport aux entreprises libérées. C'est vrai que rien que le terme, moi, en tout cas, me choque d'une certaine manière. Un peu comme si la notion de management, d'encadrement, était justement une sorte de prison qui empêchait d'avancer, puisque on se libère finalement du management. Alors que, au contraire, le management devrait être là pour aider à grandir, aider à se développer. Donc ça paraît un peu contradictoire. En tout cas, ça va dans le sens, malheureusement, de l'image que beaucoup de personnes ont du management. Alors, tu es justement un fervent défenseur de la bienveillance en entreprise. La bienveillance. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Alors, la bienveillance est à la fois complexe et facile. Très concrètement, c'est qu'est-ce que l'on peut faire demain pour adopter des postures, des attitudes et des comportements pour bien vivre et travailler ensemble. C'est ça qui est important. D'ailleurs, moi, j'ai appelé ça un pacte. Pour moi, c'est bien veiller à l'autre pour que nos agissements lui soient profitables et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut que j'aide l'autre à être au mieux de ce qu'il est. Et plus on sera dans cette idée que ça devienne quelque chose de profitable pour tous, plus on a des chances d'y arriver. Par contre, il va falloir, bien entendu, passer par des apprentissages, notamment des meilleures pratiques, si possible un peu plus humaines. Alors ça veut dire quoi être un peu plus humain? C'est tout simplement de dire que nous sommes des êtres d'émotion. Donc on peut, bien entendu, être un jour très bien, un jour moins bien. Comment on fait justement pour comprendre l'autre et dire tiens, aujourd'hui il a des difficultés, qu'est-ce que je peux faire pour essayer justement non pas de résoudre à sa place ce qu'il doit résoudre, mais lui donner la facilité, le temps de résolution de ce qu'il doit faire pour être au mieux dans la journée, le plus engagé. Tu vois, c'est un peu cette approche. Si je prenais un exemple, on arrive le matin, on voit une personne qui a la tête dans les épaules, qui va pas bien. Manifestement, c'est sûr, c'est pas la peine de lui dire alors ça va pas bien aujourd'hui. Non, on va essayer plutôt de lui dire tiens écoute, est-ce que tu veux qu'on se parle? Voilà, et la personne peut-être à ce moment-là peut évoquer un souci qu'elle peut avoir. Et ce souci, si elle arrive à le résoudre, il est évident qu'il va peut-être falloir lui donner du temps. Mais le temps qu'on va lui donner, qui peut être un temps qui n'est pas gratuit, qui peut être tout simplement une acceptation pour la personne de se libérer d'un temps pour résoudre le sujet qu'elle a à résoudre. Quand elle revient, non seulement elle a envie de travailler encore plus, et en plus elle vous est reconnaissante. Et c'est ça qui est important. Donc, se préoccuper des autres, c'est aussi garantir que demain, les organisations aillent un peu mieux à mon sens. Je valide.
Oh mon Dieu, que je valide. Il faut qu'on soit des adeptes un petit peu de cette bienveillance parce que c'est pas bisounours du tout. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Seulement, les plus obtus, les plus radicaux disent oh non, ça c'est de la faiblesse. Non, c'est pas mièvre du tout. C'est très, très important. Et ceux qui nous écoutent là, essayez simplement de regarder un petit peu vos actions d'aujourd'hui. Les fois où vous vous êtes emballé parce que c'était pas utile. Si vous pouviez refaire un rétro sur ce que vous venez de vivre et recommencer la situation, vous apercevriez que finalement, en vous préoccupant de l'autre avant vous, vous auriez abordé l'échange ou la discussion de manière autre et fatalement, les conséquences auraient été différentes. Probablement pour profitable à cette personne et au bout du compte, pour le profitable aussi pour vous. C'est tout. Et à l'entreprise. Et à l'entreprise, bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est vrai que on en avait déjà parlé, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit que manager simplement, c'est aimer. Voilà. Et tu viens magnifiquement de décrire tout cela. Et alors, justement, tu as fait une très belle transition par rapport à la question que je voulais te poser, parce que en synthèse, si on devait donner 3 clés essentielles, 3 clés pour améliorer la bienveillance au travail, pour toi, c'est quoi ces 3 clés? Je pense qu'il faut se préoccuper du travail et des actions pour que ceci soit inscrit dans un collectif. Et non pas chercher à ce que l'on fasse de la division. Alors on a toujours dit que pour mieux manager, divisons, pour mieux régner. Non, c'est pas ça l'idée. Il faut reconnaître que parfois... Dans les années 20 peut-être. Oui. Mais c'est encore pratiqué aujourd'hui, faut pas croire. Il y a des gens qui sont très très rétrogrades sur le sujet. Je reconnais que parfois, on est un petit peu engoncé dans quelque chose quand même qu'on retrouve qui est symptomatique du management, c'est la justification du résultat. Pas plus de temps à contrôler qu'à aider à réussir. Donc moi je pense que le meilleur résultat, il est privé. On prive les gens de ce résultat. Et on voit bien qu'ils n'y arrivent pas parce que tout simplement on est concentré sur du contrôle. Alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut. Et puis d'autant plus qu'il faudrait être solidaire. Il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut qu'on arrive aussi à se défaire des objectifs dits individuels. C'est pour ça d'ailleurs que ça remet en question aussi des entretiens annuels individuels. Ça sert à rien. Très concrètement, est-ce qu'on est tous solidaires à un moment pour travailler ensemble avec un résultat qui soit collectif? Oui. Et si on arrive à ça, on peut demander à la personne quelle a été ta part, toi, d'action dans le résultat collectif. Et on va avoir des gens qui, avec leur humilité, vont dire ça je l'ai fait, c'est vrai que c'était pas mal. Ça par contre, j'aurais peut-être pu l'améliorer. Et là, le manager a tout bon ton de pouvoir dire attends, tu souhaites améliorer, mais de quelle manière? Comment vois-tu, toi, demain, de le faire autrement? Et là, on a de la créativité. Ça, c'est important. Et cet optimisme-là, ce positif que l'on peut avoir, de voir le verre à moitié plein, va permettre de créer de l'envie. Et on sait que l'envie, c'est le moteur pour chaque acteur que nous sommes, salariés, managers, dirigeants, peu importe. On a besoin de cette envie. Et quand on a l'envie, mais rien ne nous empêche de réaliser quelque chose. Au contraire, ça nous donne une puissance et ça nous permet de dépasser aussi parfois nos activités quotidiennes où on ronronne, on a l'impression... J'en reviens d'ailleurs à cette notion de participation, de temps de présence dans l'entreprise. On serait bien plus performant pendant le temps qui nous est donné. Donc on ne calculerait plus le temps de travail dans l'entreprise, mais beaucoup plus la performance que l'on met à exécuter quelque chose. Donc cette notion de temps qui nous bloque, en fait, il faudrait le faire disparaître au profit, tout simplement, de la participation des uns et des autres. Créons de l'envie, non d'une pipe. Il y a un très très bon livre d'un bon ami qui s'appelle Olivier Bas, qui est le vice-président d'Avas. Et je l'avais fait venir, moi, pour une conférence, et il nous avait fait juste une conférence sur l'envie. C'est le premier moteur du management, mais si les managers ont compris ça, ils vont créer véritablement une véritable action collective qui va être superbe et avec des résultats qui seront probants. Alors finalement, tu viens de commencer à faire cette transition que j'aime beaucoup. C'est donc quoi, selon toi, le lien entre bienveillance et engagement, puisqu'on a parlé de l'engagement? Alors, il faut quand même être prudent. D'abord, je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. Il faut qu'il soit authentique, ce management bienveillant. Il faut qu'il soit sincère. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir de la méfiance. Or, ce qui est important, c'est de créer de la confiance. Et cette confiance, une fois qu'elle est présente, elle va nourrir la créativité individuelle et collective. Et c'est ça qui est assez intéressant à observer. Parce que quand les gens arrivent dans cette notion de tribu où on avait envie de travailler ensemble et que le fonctionnement est je dirais presque fluide, là, ça nous permet d'avoir des résultats qui sont, mais alors, merveilleusement constatables. Et on se dit,
oh voilà, on est arrivé à faire quelque chose. Bien oui, et ça, l'engagement, il vient par le fait que les managers ne sont plus des comment dirais-je, enfin, si, ils sont des organisateurs d'une certaine manière, mais ils sont plus que ça. Ils sont aussi des animateurs, sont des coachs. Regardons un peu les coachs sportifs, comment ils y arrivent parfois, certaines choses. Ceci dit, le sport n'est pas non plus nécessairement qu'une seule référence. Il n'empêche que si on s'en inspire, du moins sur les bons côtés, on s'aperçoit que on arrive finalement à démontrer que si les uns sont en soutien des autres, il y a plus de chances effectivement que pour le rugby, le bloc d'avant soit plus performant, que pour le football, les buteurs arrivent finalement à être au bon moment, au bon endroit pour marquer le but. Voilà. Eh bien, il faut que cet engagement qui soit collectif soit au bénéfice du collectif, même si c'est un individu qui réussit pour le groupe, peu importe, c'est le résultat du groupe qui est le plus important. Donc, pour remettre de l'engagement, il faut aussi avoir cette vision du résultat positif et de dire où on va, qu'est-ce qu'on gagne. Alors que très très souvent, les gens vivent le travail comme une contrainte, c'est-à-dire qu'on revient à la définition latine. Eh ouais, mais ce n'est pas que nécessairement, je ne vais pas bien entendu faire le savant sur le sujet, hein, mais c'est un peu ça. On nous dit que c'est quelque chose qui est négatif. Non, le travail, ça peut être très positif, ça peut être aussi une révélation. C'est au manager de révéler les gens d'ailleurs et leurs talents. Normalement. C'est vrai que En normalement, théorie. c'est leur job. Alors, waouh, tu nous as donné un grand nombre de clés qui sont juste exceptionnelles. Merci beaucoup. Non, mais elles sont autour de nous, hein. Tu sais, je ne les ai pas inventées, j'ai simplement fait référence à certaines choses qui existent. Et très très souvent, c'est vrai qu'on ne les voit que de manière, je dirais, séquentielle. Alors qu'en fait, il faudrait les voir dans un ensemble beaucoup plus cohérent. Et je suis persuadé que toutes les clés, on les a. Il y en a d'autres, effectivement, qu'on pourra apporter par la suite. On les appelle clés ou on les appelle pistes, peu importe, hein. Alors, il y a un endroit incroyable où justement on aborde ces clés. C'est un endroit dont tu es un petit peu à l'origine, qui est un événement qui s'appelle Happy Bresse. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire quelques mots? Ah ouais, c'est rigolo, Happy Brace, parce que Happy Brace, alors le nom déjà, il vous fait penser assez naturellement à Happy Days, mais c'est volontaire. C'est volontaire. En fait, Brace, parce que c'est Bretagne en breton, et parce que moi je voulais que l'on présente quelque chose qui soit véritablement plaisant, qui donne envie. On en reparle encore de l'envie. Donc ce premier colloque sur la bienveillance, en fait cette idée, elle est venue, et tu en as été témoin d'ailleurs, c'est assez curieux, c'était le premier, attends si je ne me trompe pas, le 1er juin, oui 2018, c'était à Paris, lors d'une grande rencontre de la communauté Académie Zéro Limite qui est animée par Martin Latulippe. Et en fait, c'était sur 2 jours. Et moi, j'étais un jeune membre. Et puis, à un moment, il lance l'idée, ceux qui ont une idée éventuellement et qui voudraient l'exposer, pour le second jour, eh bien, moi, je vous donne, je crois que c'était 2 minutes, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, est-ce que je suis conscient ou inconscient? Peu importe. Il y avait 1000 personnes quand même, hein. Je me suis dit, allez, je me lance. Et puis, j'ai balancé cette idée d'un colloque sur la bienveillance. Et à ma grande satisfaction, j'ai vu comme une nuée de petites mouches de gens qui sont arrivés, une trentaine de personnes qui m'ont dit « moi je veux en être, moi je veux en être, je veux en être ». Bon, je vous rassure tout de suite, de ceux qui ont dit « moi je veux en être », j'en ai retrouvé que 2, en l'occurrence des gens que l'on connaît bien, qui sont Brigitte et Patrick, et qui étaient présents, qui font partie aussi de ce grand cercle autour de Martin Latulippe, dont toi tu as été, et tu l'es encore, je crois, un des fervents membres de ce cercle. Et voilà, et donc c'est comme ça que c'est parti. Seulement, ça n'était qu'une idée. Et dit après, il a fallu la construire. Alors Brigitte et Patrick, justement, sont venus me rejoindre avec d'autres personnes pour essayer de concevoir un petit peu quelque chose qui se mette en place. L'objectif étant de donner une ouverture sur tout ce qui pouvait exister aujourd'hui dans l'approche bienveillante. Et là, elles étaient multiples. Elles étaient à la fois internes à l'entreprise, mais externes aussi, à la fois individuelles, à la fois collectives. Et donc trouver des intervenants qui aient mot et place à dire, il fallait trouver déjà 3 têtes d'affiche. Bien entendu, on m'a dit qu'il faut absolument une rigueur scientifique, donc on a fait venir un médecin. En l'occurrence, c'était Jacques Fradin. Il y avait aussi la plus jeune lama occidentale, c'était Hermès Garanger. Et puis un grand patron que j'avais eu l'occasion de rencontrer, d'ailleurs qui sera dans le prochain livre que j'ai écrit avec une de mes amies enseignantes-chercheuses, qui est Michel Hervé, un PDG d'entreprise, qui a été dans une révélation extraordinaire, notamment pour les plus jeunes.
Parce que c'est quelqu'un qui a été, et ça vous le savez peut-être pas, à l'origine d'Internet avec un fameux Bill Gates. C'était le petit Frenchie qui avait été aux États-Unis. Et cet homme-là était d'une grande humilité, il a été adorable. Il est venu gratuitement, on peut bien vous le dire quand même. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Vous allez me dire, bon d'accord, il a de l'argent, soit. Mais il n'empêche que il aurait pu, comme tout le monde, nous montrer son petit cachet, etc. Il est venu et il a été, alors là, curieusement, pas tout à fait bien compris par les plus âgés, mais par les jeunes, il a fédéré. C'était incroyable. Si un jour on a plus de temps, je vous raconterai un peu ce qui s'est passé, mais c'était vraiment assez intéressant à observer quand même. Et donc ce premier colloque, il a quand même présenté 27 intervenants sur une journée complète. C'était une usine de fous. J'ai été à la fois à l'époque de tout, de la créativité, en passant par la communication, la machine à café, enfin, des trucs incroyables. Mais je ne ressentais pas la fatigue, j'étais en pleine énergie. Une énergie créative, mais toi tu le sais, toi, tu connais ça, tu es aussi un créateur. Et donc on voit ce que ça donne. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Et on peut faire plein de choses. C'est pour ça que quand tu disais zéro limite tout à l'heure, zéro limite dans l'action. On m'a dit ça ne marchera pas, c'est pas possible. Ça a marché, on a fait 500. Personne, c'était notre objectif, on les a fait. Maintenant, on se sert de ça, c'est notre socle, on va pouvoir aller plus loin et d'en créer un autre, bien entendu. C'était prévu pour cette année, il sera déplacé l'année prochaine. À quand? Je ne sais pas, on a fixé une date qui est le 12 mars. Probablement qu'on n'y sera peut-être pas au rendez-vous tout à fait du 12 mars, mais on fera quelque chose en attendant. Et on le fera un petit peu après. Et puis l'objectif, c'est d'en faire un dans chaque région, pour que chaque région se l'approprie avec sa propre culture, ses intervenants locaux. Je crois qu'aujourd'hui, la parole n'est pas exclusive, elle n'est pas faite que par certaines personnes, qu'elles soient parisiennes ou autres d'ailleurs. On a besoin que chaque parole puisse être portée de la région vers ces régionaux. Et donc, moi j'y crois. Alors bien entendu qu'il faudra les têtes d'affiche, parce qu'on sait très bien que vous aurez beaucoup plus d'acteurs présents si vous mettez quelqu'un de très connu. Bon, soit c'est ainsi, ça fait partie du jeu. Mais il n'empêche que la créativité de demain dans nos entreprises sur ces sujets-là sont dans les mains des personnes en local. Et c'est ça qu'il faut entendre. Bien entendu, il faut quelques animateurs dont tu fais partie pour essayer de faire révéler un petit peu ces talents. Mais une fois qu'ils sont révélés, il faut leur laisser la main. Et vous verrez que le monde de demain que nous préparons aujourd'hui, il sera efficace parce que d'abord, il sera à votre portée, il sera guidé par vous et non pas par les autres. Waouh. C'est bon, vivement le prochain épisode, j'espère en mars. Mais tu en seras un des membres, parce que tu m'as donné cet accord d'être présent en tant qu'animateur. Et pour moi, c'est un grand plaisir, c'est même aussi un honneur. Et je suis très content que tu sois là, parce que tu es quelqu'un de vrai. Et les vraies personnes aujourd'hui, elles ne sont pas si nombreuses quand même. Et je suis persuadé que les gens qui vont nous écouter, il y en a un paquet d'entre eux qui le sont ou en révélation de l'être, et qui demain feront peut-être justement partie de tous ces groupes de réflexion de gens pertinents, bienveillants, qui voudront que le monde de demain soit autre chose. Puis surtout, pensons qu'on a un héritage à donner à nos enfants. Et eux n'ont pas le droit de vivre quelque chose que l'on aurait consommé avant eux en leur laissant les miettes. Merci Jean-Ange, en tout cas je suis honoré. Et bien sûr, je vous mettrai le lien pour voir l'actualité de Happy Brest sous cette vidéo. Allez, si on parlait cuisine un peu. Sans transition. C'est drôle que tu parles de ça. Si tu devais nous donner la recette de l'entreprise idéale. Alors l'entreprise idéale, si en plus tu le fais avec l'accent de Toulouse, alors moi je ne le ferai pas parce que je ne suis pas toulousain, mais par contre je voudrais que tu suives mon actualité sur LinkedIn, parce que vous savez que j'ai mis depuis quelques temps des recettes en management ou des pensées organisationnelles, alors c'est pas prétentieux. Je m'en amuse un peu, au départ c'était un véritable amusement, puis finalement c'est devenu presque une nécessité de le faire. C'est absolument génial, allez voir, véritablement. Demandez Jean-Ange en contact sur LinkedIn et allez voir ces recettes, c'est un pur bonheur. Alors, bien entendu, j'ai encore des thèmes à trouver. Alors, si vous êtes proposeur d'idées de thèmes, je vous assure, je les écrirai. Et puis, je vous citerai si vous êtes en plus la personne qui m'a proposé la thématique. Enfin, pour revenir un petit peu sur la notion de recette, que moi, j'évoquais tout à l'heure la notion de pacte, un pacte managérial. Alors, ce sont d'abord des postures, des attitudes, des comportements à adopter pour bien travailler en entreprise. C'est pour ça que la P-A-C-T-E. Alors, les postures, quand on les regarde, c'est quoi? C'est notre volonté d'être pour les autres. Quelle est notre volonté réellement? Est-ce qu'on a un positionnement positif? Est-ce qu'on est prêt à aider l'autre à réussir? Est-ce que nos décisions en tant que manager vont être porteuses de sens?
Est-ce qu'on a une vraie motivation pour soi? Parce que, alors pour les managers, si on n'a pas de motivation pour soi, comment peut-on motiver les autres? Il faut que l'entraîneur soit gagnant et pour que les autres soient gagnants. Ça, c'est donc les postures. Alors pour les attitudes, c'est plutôt notre manière d'être qui manifeste plutôt certains sentiments. Alors dès qu'on est dans le sentiment ou dans l'émotion, on en a un petit peu peur. Mais c'est d'avoir une vision aussi qui soit la plus large possible, libérée de toute contrainte. C'est aussi soutenir et complimenter chaque jour les personnes que vous avez autour de vous, vos enfants, votre conjoint, vos associés. Faites un petit plaisir, ça coûte pas grand-chose. Hein. Bravo, super, merci. Voilà. Quand on est dans le droit à l'erreur, arrêtons le droit à l'erreur, pensons plutôt à l'expérimentation. On a un droit tous à l'expérimentation, à commencer par nos enfants. Oui, on a fait des conneries quand on était petit. Oui, on s'est fait réprimander par nos parents parce que c'était l'éducation de l'époque. À nous de la changer, celle-là. Encourageons les enfants, y compris justement à expérimenter parfois dans l'erreur. Et puis surtout, cherchons à responsabiliser ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour responsabiliser, il faut donner justement un droit d'agir pour les autres, ou voire même autre chose. Et puis pour les comportements, ben justement, on va y arriver, sur la façon d'agir ou de réagir, je dirais même plus de réagir. Accompagnons sincèrement les personnes. Soyons à l'écoute, mais une écoute attentive, bienveillante. Notre ego, essayons de le contrôler. On a besoin de notre ego. Hein. On sait qu'on a tous un ego depuis l'âge de 6 ans. Alors il y a le bon et il y a le moins bon. Le bon, c'est celui qui vous porte à vous dépasser, à faire plein de belles choses. Et puis le mauvais, je dirais, c'est plutôt celui qui se concentre sur lui-même, ça, ma petite personne, moi, on s'en fout de ça. Donc il faut déjà essayer de diminuer cet ego négatif pour donner un renfort à l'égo positif. Et puis, soyons attentifs à tous les moments, à tous les instants, et notamment par rapport à ce qui se passe autour de nous. On est dans une situation Covid aujourd'hui qui nous pose vraiment beaucoup de questions. Eh bien, si on est vraiment attentif, on va voir qu'il y a plein de créativité. On le sait. On n'a jamais été aussi créatif que pendant cette période de Covid. La question, qu'allons-nous en faire par la suite? Et ça, c'est une question avec quelques personnes, je me suis dit, il faut absolument qu'on se la pose. Quel est le monde de demain que nous préparons aujourd'hui dans une phase qui est plutôt réputée pas très bonne, négative? Et vous allez voir que nous sommes des créatifs, les Français. Oh oui. Merci beaucoup. Ça donne faim, tout ça? Je ne sais pas si ça donne faim, mais en tout cas, j'espère que ça donne envie. Oh oui. Ça ouvre l'appétit. Et mon cher Jean, dis-moi, où peut-on te retrouver? Quels sont les différents supports, liens? Dis-moi tout. Ah bah t'en as cité un tout à l'heure, c'est LinkedIn. Ah bah LinkedIn, c'est une aventure qui a commencé pour moi aussi en 2018. Je n'avais à l'époque, je crois, allez, je vais dire pas, 50 contacts. Alors je vous dis, hein, pour ceux qui l'ont eu aujourd'hui, je dois être aux alentours de 12 250, quelque chose comme ça. C'est pas un hasard si c'est arrivé par là, si j'en suis arrivé là, c'est grâce aussi à l'écriture. J'ai beaucoup écrit, non pas pour moi, mais pour les autres. Donc c'est à peu près 90 articles et posts. Voilà, moi j'ai envie de partager. Je réponds à tout le monde. Si on me fait un like, je réponds. Systématiquement, ça c'est une obligation pour moi. C'est de remercier les personnes. On parlait de remerciement tout à l'heure. Si en tant que personne bienveillante, je ne savais pas le faire, franchement, mais je serais complètement à côté de la plaque. Alors faites-le. Faites-le. Comme quand j'étais manager RH, que je m'occupais de recrutement, je répondais systématiquement à tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas retenus, en leur donnant justement aussi un juste retour. Et bien c'est ça qu'il faut faire. Faisons-le. C'est pas compliqué. Ça ne demande pas énormément de temps. Oui, ça demande du temps. Répondre à tout le monde sur LinkedIn, ça demande du temps. Je peux vous assurer. Surtout quand vous êtes très très nombreux à liker. J'ai presque envie de dire, vous me donnez du travail. Et bien c'est tant mieux. Je suis prêt à relever le défi encore. Et vous pouvez me trouver aussi sur, je passe de Facebook, etc. Parce que je suis très peu, mais comme il y a un lien avec LinkedIn, comme Twitter, c'est pareil. Sinon, sur le site Happy Brace, vous retrouvez le happybrace.fr, tu pourras leur donner. Eh bien, là, vous trouverez ce qui était à l'origine. On est en train de refondre le site pour qu'il soit, bien entendu, prêt pour la prochaine fois. On va avoir maintenant tous les intervenants pour la prochaine édition, donc on va pouvoir être beaucoup plus explicite. Mais le fond de Happy Brace n'a pas changé. C'est-à-dire, nos valeurs, elles sont là, elles sont inscrites. Donc, pour ne pas garder, vous voyez, cette autorité sur le sujet, Happy Brace, je ne suis plus le président de Happy Brace. Pourquoi? J'ai voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Pour autant, je reste le président fondateur. Bon,
c'est un titre, mais en dehors du côté honorifique, c'est aussi se dire qu'on ne doit pas être attaché à une fonction, il faut savoir très très vite donner. Et donner, c'est donner aussi de la capacité à d'autres personnes de pouvoir se révéler, de permettre aussi que ces talents-là soient plus avant. Par contre, je reste le président de France solidaire et bienveillante. Ah, ça, j'y tiens. C'est un bébé. Ça, c'est ce bébé-là. C'est celui qui me porte et qui, j'espère, vous portera également aussi. Et puis autrement, vous pouvez me trouver à travers les livres. Tu as eu la gentillesse de citer tout à l'heure L'art de déléguer, manager dans la confiance chez Duno. Là, vous y trouverez peut-être quelque chose de très intéressant, puisqu'on a parlé de responsabilité, comment j'ai mis en place le concept de mapping des responsabilités. Alors, vous l'expliquer là, ça serait trop long, ça peut faire l'objet d'une autre rencontre, mais sachez, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et j'en ai un autre qui va sortir bientôt, que j'ai réalisé avec une amie, Caroline Rouillet, qui est enseignante chercheuse à l'Université de Rennes. On ne sait pas encore quel est le titre, si ça va être Risquons ou Osons la bienveillance, soyons audacieux. Ça, c'est important. Il faut de l'audace aujourd'hui. Si on a l'audace de le faire, demain, les choses vont bouger. Ça, c'est sûr. Je ne parle pas de changement. Bouger. Faire bouger les lignes. Et puis, j'ai été étonnamment, je dirais, flatté, qu'on m'ait demandé également aussi et ça, vous pourrez retrouver sur ce livre, qui a été fait par la Fédération des acteurs de la prévention. On m'a demandé de faire la préface. Et ils ont fait quelque chose qui est sacrément intéressant sur justement la situation du Covid. Et puisqu'on parle Covid, eh bien, je suis en train de travailler sur un autre ouvrage avec d'autres personnes qui sont Florence Duchamp et Jean-Philippe Ackermann. Pour l'instant, peut-être que d'autres viendront m'aider également aussi à coécrire ce livre, pourquoi pas, on n'a pas fermé à 3. Hein. L'idée, c'est de parler de nos états de conscience. Quels sont les nouveaux chantiers pour l'entreprise et comment on va maximiser nos chances de réussite au sortir de la Covid. Parce que là, il y a de la créativité, on l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Est-ce qu'on tire le rideau et on dit il n'y a plus rien? Non, au contraire, toute cette créativité, il va falloir la mettre en avant. Mais de manière raisonnée, de façon à ce que ça soit de vraies réussites. Et on a la capacité de pouvoir le faire, et là je dis encore, de manière collective. Alors allons-y ensemble. Voilà. L'objet, ça sera ça, et j'espère que vous y trouverez de l'intérêt aussi à lire ces futurs ouvrages qui sortiront, on espère, en 2021, hein, probablement, on va dire, au printemps ou peut-être à l'été, sûr même à l'été, au printemps peut-être, et puis l'autre probablement sur la fin d'année 2021. Merci infiniment Jean, je vous mets bien évidemment tous les liens sous cette vidéo. Un grand merci pour toutes ces clés et surtout toutes les valeurs que tu portes et que nous partageons autour de la bienveillance en entreprise, cette envie justement de faire changer ces anciens modèles qui, on le sait malheureusement, ne fonctionnent pas, en tout cas fonctionnent moins bien que finalement des modèles beaucoup plus humains, beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus aimants. Et donc, merci pour tous ces partages. Et donc, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié toutes les clés que nous a partagées Jean-Ange. Si vous avez aimé, bien évidemment, vous likez, vous partagez, vous commentez. Dites-nous si vous voulez qu'on refasse une autre interview, parce que j'ai retenu pour le mapping, d'accord? Donc, dites-nous en commentaire et on vous fera avec grand plaisir une autre vidéo, puisque vous l'avez bien compris, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec Jean-Ange. Et donc, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, à la semaine prochaine même. Et encore une fois, merci Jean-Ange. Merci à toi et à très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.